C'est parti. Bon, alors, désolé pour le retard. Donc, je vais en fait vous refaire un peu des présentations que j'ai déjà faites aux Journées Perl, mais je pense que plusieurs ici ne les ont pas vues. Ce sont des présentations cette fois-ci qui sont très orientées sysadmin. Donc là, je vais prendre un peu plus mon temps pour expliquer les choses, mais bon, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser immédiatement. Donc, je vais d'abord commencer par parler de Racktables RAC. En fait, c'est pour faire un retour d'expérience que j'ai fait parce que sur Mouse et DBX Class. En fait, alors, il y a 2 ans l'an dernier, et après encore 2 ans et l'an dernier, j'ai fait une mission de 2 fois 3 mois chez Sapnemetry, où en fait ils avaient un besoin de développer un outil pour en fait générer des configurations de manière assez générique. Avec comme source Racktables, donc je vais un peu prendre après, et le but c'est en fait de générer des configurations pour un peu tout ce qu'on a besoin en installation, donc du PXE, du DHCP, du Kickstar, du Nagios, du Captif, enfin voilà, des tas de choses, et que ce soit aussi avec des différents types d'équipements. Donc pour les serveurs HP, donc se connecter au ILO pour envoyer les données, parler aux PLE APC. Alors si vous ne connaissez pas, ce sont en fait les prises électriques, mais des prises IP. Donc on peut ensuite contrôler à distance, on peut se connecter contre la distance en disant pas on éteint, on allume une prise, et on peut aussi mettre des labels, mettre des comportements, etc. Et par aussi sur les switches Cisco. Bon, voilà. Racktables, donc en fait c'est un logiciel de CMDB, c'est-à-dire c'est un logiciel pour recueillir, enregistrer toute la configuration, toutes les informations sur les serveurs, enfin sur des machines, et dans ce cas-ci, lui, il est vraiment orienté data center, donc c'est vraiment orienté serveur. Il est en PHP MySQL, il est clairement pas au niveau d'un truc beaucoup plus complexe de type GPI, qui lui est vraiment orienté, on va dire, en fait, gestion de parc informatique, au sens vraiment, on veut gérer les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les tables, les chaises et tout. Racktables, c'est vraiment orienté sur, en fait, on est dans un data center, on a des baies, on a des racks, on rack des serveurs dedans. Pour ça, c'est Racktables, on gère des racks. Tout est orienté là-dessus. Il a une interface justement qui est très très claire, où on voit en fait vraiment graphiquement on visualise les équipements de cette manière. Donc c'est assez sympa. Et donc pour cette raison, il est vraiment très très adapté aux besoins informatiques quand on gère des data centers. Donc c'était le cas chez Sapnemetry, où ils avaient des équipements dans 2 data centers à Sofia, un 3e à Marseille, et voilà. Donc c'est très utile pour ça. Et il est en PHP MySQL, donc on peut aller chercher les données dedans. Et donc en fait, comme là le projet, il fallait faire un truc un peu tout neuf, donc j'ai pas genre un historique auquel je vais me contraindre, il faut rester coordonné comme ça. Je partais de zéro, donc c'est le truc idéal. Et là en fait, comme on avait des tas de choses, des tas d'objets avec des notions un peu certaines propriétés un peu transverses, il y a beaucoup de tags, beaucoup d'informations qu'on peut attacher un peu à tous les éléments. Il n'y avait pas évidemment de grosses contraintes de performance, parce que comme c'est une commande à exécuter de temps en temps, voilà, elle peut prendre 2-3 secondes à s'exécuter. Donc là, utiliser Moose, c'est pas très gênant. C'est clair que Moose a un léger coût en termes de start-up au démarrage. Bon, voilà, honnêtement, pour une commande sysadmin, sur du Moose qui n'est pas monstrueusement compliqué, c'est vraiment pas très gênant. Et pour tout ce qui était la base de données, comme c'est un schéma évidemment qui est assez complexe, et comme évidemment, c'est une interface qui est faite en PHP. Et à ce moment-là, je ne sais pas si on fait depuis, il n'y avait pas de service web, de web service pour aller interroger la base de données. Genre, est-ce que je fais des actions en REST ou en SOAP, pendant n'importe quoi, il n'y avait rien. Donc il fallait aller directement à l'étape par la base de données, et forcément, il n'y a pas un joli schéma qui est décrit. Bon, pour ça, j'ai pas envie de m'emmerder à refaire toutes les classes qui ont bien. Bon, DBX class, et surtout en utilisant DBX class schéma loader, qui va aller chercher le schéma de la base et générer automatiquement toutes les classes correspondantes. Donc on utilise la commande DBX setup qui est libre avec ce module. Donc il est généré dans lib. Alors quelques options. On dit voilà, la racine des modules c'est Racktables. La chaîne de connexion, utilisateur mot de passe. Et ça génère dans lib une palanquée de modules qui sont auto-générés et qui correspondent en fait à toutes les tables, les vues du schéma. Et après, on peut directement commencer à jouer avec. Donc, use Racktables. On fait Racktables connection en passant à nouveau la chaîne, le login, le mot de passe. Et après, c'est du DBX class, si vous connaissez, c'est assez classique.
On fait schéma reset, alors object c'est en fait le nom d'une des tables, et on fait une recherche. Donc je cherche ici, donc tous les objets avec un nom particulier qu'on va passer en paramètre du truc. On fait les jointures. Ici on fait les jointures en fait, pour récupérer, pour faire les jointures directement sur les attributs qui sont attachés aux objets. Bon après, bon, là c'est un peu du code assez bête. Là on refait d'autres liaisons avec le dictionnaire, on récupère les adresses IP correspondantes, on les décode. Bon. Après c'est assez simple, et en fait ça en quelques jours j'ai pu faire un prototype du marché pour aller récupérer les informations. Alors ce qui est un peu bizarre avec DivX Schema Loader, c'est qu'il crée des méthodes qui ne sont pas toujours très simples à comprendre. C'est un peu il faut vraiment aller lire comment est-ce qu'il les génère. Souvent il fait la doc et on peut éditer les fichiers qu'il a générés dans des sections dédiées à cet effet. Ça c'est assez pratique, et après on peut relancer en fait la commande qu'on a fait, il va mettre à jour les sections qu'il a fait lui, et les autres ils ne touchent pas. C'est vraiment bien foutu. Donc, pour ces choses-là, c'est un petit peu difficile à contrôler, la gestion des noms est un peu bizarre. Alors, il y a des moniqueurs, enfin, s'ils appellent des moniqueurs, donc c'est des noms incompréhensibles. Mais voilà, c'est le seul truc un petit peu gênant dans ce truc-là. Et bon, après, on peut toujours sinon rajouter des méthodes qui nous conviennent mieux par à côté, donc c'est pas très compliqué. Et côté Mousse, c'est vraiment très pratique. Alors, c'est vrai que j'ai pas utilisé Mou, je sais, ouais, ça a déjà existé, mais bon, je vais rester à Mousse, parce que c'est plus standard. Et donc, surtout, ça permet en fait de faire des objets de manière vraiment très simple. Donc là, par exemple, c'est un objet en fait pour avoir une gestion de fichiers un peu générique. C'est-à-dire, j'avais besoin, comme j'avais besoin de façon de générer des tas de fichiers, je voulais en fait donc, rajouter au fur et à mesure, donc, je crée en fait un objet qui contient donc, un nom en chemin et un contenu. Et le principe, ça veut dire que, voilà l'utilisation. Donc en fait, je peux créer un fichier. Là, il a juste un nom, mais il n'a pas encore en fait, une existence physique, il n'a même pas encore de chemin. Je rajoute du contenu au fur et à mesure, donc je peux faire plusieurs add content, et après je l'écris sur le disque dur dans un chemin que je vais spécifier. Ça peut paraître très bête comme ça, mais c'est que comme on génère des tas de fichiers à des tas d'endroits différents, et que certains qu'il faut copier, ça peut être très pratique pour le faire à différents endroits et pour créer les fichiers un peu au fur et à mesure, sans se balader, genre un truc un peu ça, du genre une chaîne de caractères qu'on se balade d'un truc à l'autre. Au moins, on a un objet un peu plus propre qu'on peut manipuler. Aussi, voilà, on peut déléguer très simplement avec handles. Donc ici, c'est l'objet de configuration qui a simplement en fait, utilisé config unifies et qui va déléguer une bonne partie de ses méthodes directement à config unifies. Voilà, l'avantage, c'est que je crois que dans cette classe-là, il y a pratiquement aucune méthode, puisqu'en fait, toutes les autres, elles sont déléguées. Elles se passent de manière transparente, c'est vraiment très simple. On peut aussi très facilement faire du pré-traitement avec BuildArgs. Donc ici, c'est par exemple pour vérifier que, pour vérifier que le nom, qu'on passe un nom de configuration, pour avoir une meilleure langue ceci pour c'est pour rattraper l'erreur, parce que ça c'est un petit problème de config unified, c'est comme lui, il ne gère pas très bien, il ne fait pas une exception à la sortie d'erreur, ça permettait là d'attraper les erreurs et de mettre en plus de détails. C'est genre de truc assez pratique. Et évidemment, là où Moose vraiment prend tout son sens, c'est quand on pense à jouer avec les rôles. Alors l'utilisation du rôle que j'ai faite, probablement ceux qui ont déjà fait une utilisation assez massive de Moose, à mon avis, diront que c'est très bâtard. Mais bon, j'ai vu à 2 Tips Europe que certains disaient que c'était une manière potentielle de le faire, mais bon, voilà, moi c'était ma première grosse utilisation de Moose, donc c'est pas forcément la meilleure, mais l'avantage c'est que ça marchait pour mon cas. Donc le but ici, c'est en fait que je fais des objets que je spécifie en fait au fur et à mesure par la composition des limites de rôle. Le principe, c'est qu'en fait au début juste un device très générique. Et après, au fur et à mesure, je vais dire, bon, est-ce que c'est un PDU, un serveur, un switch, on le spécifie une première fois pour ce type d'équipement, et après je le spécifie une deuxième fois pour savoir quel est le modèle que c'est, pour savoir par exemple comment lui parler. Et typiquement, pour ces équipements-là, en fait, comme par exemple pour les HP, enfin pour les serveurs HP, on ne va pas générer une configuration, il n'y a pas de fichier de configuration pour ça, en réalité, il faut parler au protocole ILO. Donc en fait, là, on va faire du réseau. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on peut masquer un peu tout ça. Simplement en disant on va spécialiser l'objet comme étant un HP Product Server, et après quand on dira juste je veux que tu pousses la configuration sur l'équipement de la manière que tu veux, soit c'est on fout la configuration dans un truc qui après sera poussé par du CF Engine, soit en fait
on va directement parler le protocole correspondant pour l'envoyer sur l'équipement. C'est une instance que tu spécialises au fur et à mesure. Oui. C'est pas une classe. Voilà, là en fait c'est vraiment, je vois ça du coup, voilà, j'ai bien dit, c'est justement je spécifie des objets. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire en fait dans Loose, on peut aussi bien en fait composer les rôles dans les classes que sur les objets. C'est ça qui est assez sympathique. Donc ça évite de devoir se faire, on va dire un peu la manière classique de dire, tu es obligé de faire en gros une hiérarchie de classe en prenant en compte tous les cas possibles. Tu fais juste une classe device, une classe serveur, et après bah, au fur et à mesure tu récupères les bouts dont tu as besoin. C'est vraiment, en effet, encore une fois, je sais que mon code après n'est vraiment pas le plus, on va dire le plus beau, le plus orthodoxe existant. L'avantage c'est que ça permet de coder ça assez rapidement. Donc si quelque part, en sachant que je n'avais aucune expérience de Loose avant ça, bon, on peut dire que c'était quand même, ça montre que quelque part le framework marche bien. Donc voilà, là c'est justement la manière dans Rackman Device pour spécialiser. Bon, le code n'est vraiment pas très joli, mais en gros, ça va récupérer le type de l'objet, object type, et ça va tout simplement charger et spécialiser l'objet avec ce type d'objet. C'est vraiment assez simple. Et après, c'est le respécifique deuxième fois, justement, en fonction du type de matériel que c'est. Donc ça, c'est la partie spéciale. Bon, pareil, c'est pas du code très joli, mais bon, c'est réduit à pas grand-chose. Et ça permet, en fait, assez simplement, voilà, on dit voilà, le rôle c'est ça, et ça permet assez simplement de spécialiser l'objet au fur et à mesure dans une classe qui, elle, sait faire pas mal de choses. Le programme final, c'est une commande rack. Bon, on va dire la commande principale, c'est ça. En fait, il y a quelques autres commandes qui sont livrées avec. Et pour la commande rack, donc il y a aussi dans la doc et test. Alors les autres commandes, il y a par exemple, bon, j'en parle pas. Donc rack, bah, ça permet de récupérer, voilà, j'ai fait une commande qui est relativement simple d'utilisation. Rack info pour avoir par exemple, récupérer les informations et ça les affiche soit en un affichage compréhensible, ou dans une vue en YAML, généralement ce qu'on veut. Un truc très utile, c'est rackdiff, pour en fait vérifier entre la configuration telle qu'elle est dans un tables, donc telle qu'elle est dans le référentiel, et telle qu'elle est en réalité. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va regarder ce qui est dans le référentiel, générer la configuration justement dans des fichiers virtuels, récupérer la configuration telle qu'elle est, donc soit dans les répertoires Safari, soit directement au niveau de l'équipement, et faire un diff, et afficher le diff, et montrer, voilà, s'il n'y a pas de diff, ah ben, ça va. Le référentiel est à jour, s'il y a un diff, c'est pas bon. Il faut peut-être mettre à jour le référentiel ou réappliquer un truc. Bon, ça c'est un truc assez pratique pour vérifier qu'on n'a pas d'un gros décalage entre son référentiel et ses équipements. Sur quel type de config c'est applicable? Oui. Dans ce cas-ci, là, ça marche pour tous les équipements qui sont gérés. Donc ceux qui, étant donné que je n'ai fait Rackman, j'ai codé Rackman pour Istat et qu'après on l'a libéré et qu'ils avaient des switches Cisco, des serveurs HP et des rack PDU APC, ça marche que pour ces trois équipements, mais tu peux le faire pour d'autres. Je vois ce que c'est la config d'un switch. La config d'un serveur, c'est quoi? Ça s'appelle la config d'un serveur. Là, dans le cas du ILO par exemple, en effet, tu n'as pas de config. C'est ce que j'ai. Oui. Hein? ILO, je vois à peu près, mais. Bah, tu récupères. Non, attention, la config du serveur ici, ce n'est que la partie en fait serveur matériel. Parce que le serveur ici, c'est vu, là, il est vu en tant que matériel. La partie, on va dire, le reste de la configuration au niveau système, je pense, c'est les différents autres formats de type Nagios, DHCP, PXE, etc. Mais ceux-là aussi sont comparés. Donc en fait, c'est que ça te fait la config à la fois donc, dans le cas du serveur en tant que matériel, qui est équipement lui-même. Donc dans le cas du ILO, il va récupérer en fait, différents paramètres ILO et les comparer par rapport aux paramètres qui rentrent dans le référentiel, enfin à ceux qu'il mettrait par rapport aux informations du référentiel. Et après, tu as la config PXE, DHCP, Nagios, Kickstart, qu'est-ce que tu as d'autre Cacti, Cacti c'était l'intérieur. L'intérêt de faire la différence entre la réalité et le référentiel, c'est que le référentiel il est enseigné entièrement manuellement. Il n'est pas nourri par la réalité, par un agent de référence. Chez eux, j'ai essayé de les convaincre de déployer Fusion Inventory, je peux tu vas en dire. Mais ils disaient, ouais, mais bon, là, le problème c'est qu'en fait, il n'y a pas d'import à l'heure actuelle de Fusion Inventory dans Racktables. Il n'y a pas d'autres agents, mais Racktables ne fait pas de SNMP par exemple, ce genre de choses. Il fait de l'import anti SNMP pour certains trucs, du genre les switches, des trucs comme ça. Mais à la base, c'est un référentiel manuel. Globalement, après, si tu as un import SNMP pour les switches, et après le reste, soit tu rentres au fur et à mesure manuellement les infos. C'est un GPI sans agent. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que je disais vraiment,
c'est pas du tout au même niveau que GLP, il y a des tas de points de vue, mais c'est l'avantage qu'il est très très pratique. GLP, si t'as pas d'agent, t'as la même chose. Voilà, mais le truc c'est qu'en fait, voilà, GLP a son agent et il y a Fusion Ventory qui peut se connecter sur GLP, je crois même aussi maintenant un ou deux autres CMDB. Racktables, malheureusement, n'en fait pas partie. Alors je me dis, j'avais peut-être commencé à regarder là-dessus, mais après j'ai pas eu le temps. Sinon, ce sera un truc, je me dis, ce sera un truc à faire, en fait, coder ce qu'il faut pour récupérer les informations de Fusion Ventory et foutre dans Racktables. Mais en fait, le problème, c'est que Racktables, il y a toujours le problème, en fait, tu n'as pas de web service sous une forme quelconque. Je crois que tu as plus ou moins, tu peux faire un import plus ou moins YAML, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau d'information tu peux rentrer dedans. C'est pas bien documenté. Donc, tu vois, le problème est là, c'est qu'il n'y a pas trop de trucs prévus pour dire je veux importer des choses. C'est un peu ce qui manque dans Racktables. Voilà. Ça... OCS, il y avait rien comme les gens que j'ai fait, c'est un accès direct. Là, c'est ce que j'ai fait. Alors, le défaut de ça, c'est que ça marche. Le problème, c'est que dès qu'il touche au schéma, il faut mettre à jour. Et donc, ça fait que c'est clair que là, par exemple, Rackman n'est pas conçu pour gérer plus d'une version du schéma Racktables à la fois. Ça c'est le défaut. Mais là, l'avantage de ça, c'est qu'en effet, on peut, alors sauf que là, c'est vrai que là, Rackman, à l'heure actuelle, il n'y a pas de commande qui permet de rentrer les informations, mais tu récupères en fait les infos, enfin tu récupères le schéma, et en fait, tu peux après foutre des infos dedans si tu veux. Ça, c'est un outil de traitement. Voilà. Donc, donc ce que je disais après, voilà, c'est pour générer et créer une fiche de configuration quand ça a du sens, donc write, et après push. En fait, il y a une petite différence justement entre les fichiers du type qui sont des vrais fichiers de config, donc tout ce qui est PXE, Nagios, tout ce qui est Bakula, enfin tout ce qui est un vrai fichier de configuration sysadmin, il va être généré à ce niveau-là. Et là, quand on push, ça permet en fait. Dans ces cas-ci, dans les cas des fichiers, en fait, ça permet de les copier dans un répertoire, par exemple, conçu pour un CFLG, un chef, un puppet pour après les pousser, ou dans le cas des choses qui ne sont pas des fichiers, dans tout ce qui est en protocole avec les Cisco, les PDU, avec donc le HPILO, et aussi avec Cacti. Cacti, c'est pas en fait la version, le plugin Cacti n'est pas. On ne génère pas les fichiers de configuration pour Cacti, c'est pareil, c'est une web app en PHP, mais en fait on va exécuter, par contre c'est un truc pas mal en Cacti, c'est qu'en fait il y a des commandes qu'on peut exécuter et qui permettent d'insérer des choses depuis la ligne de commande. Donc en fait le push ici va générer les informations de ligne de commande. Voilà, après je peux dire aussi dans les autres informations, dans les autres trucs, attention c'est un truc que j'ai complètement oublié de mettre, c'est que tout est versionné. C'est-à-dire qu'en fait, on peut désactiver, mais chez Set, il les a mis vraiment tout versionné. Et donc, tous les fichiers en fait, qui sont générés à ce niveau-là, à chaque fois, on peut en fait s'exécuter avec la commande qu'on veut, alors CVS, Git, HG, Bazar, enfin celle que vous voulez, en mettant donc à chaque fois commit en disant mis à jour à telle date. Ça permet en fait d'avoir un versionning de tous les fichiers config complètement automatisé. Et donc sur les autres commandes, c'est que j'ai oublié de t'en parler, il y a une commande très sympa en fait qui permet par exemple de récupérer tous les statuts d'un Cisco. C'est-à-dire en fait, vous allez sur un Cisco, vous pouvez récupérer la liste des adresses MAC. Bon, ouais, c'est sympa, on fait une adresse MAC, bon, c'est pas très parlant. Ou au mieux, dans une adresse IP. Ok, enfin une adresse IP, c'est pas toujours super parlant. Et en fait, forcément, il est évident qu'une fois qu'on a Racktables et qu'on a ça, on dit bon ben voilà, c'est évident. Il suffit, on va prendre les adresses MAC de l'adresse IP, on va chercher dans Racktables le truc correspondant, et on peut faire l'affichage en mettant le nom des serveurs correspondant pour dire voilà, sur tel port, donc sur le port JLit/10, c'est tel serveur. C'est quand même un truc assez sympathique. Et donc le truc sympa, c'est qu'en fait, j'avais déjà commencé à bosser pour eux donc, une première fois en fin 2011. J'ai rebossé pour eux fin 2012, et en fait là, je me suis dit, en fait, on va publier en libre. Donc il est disponible en libre bien sûr CPAN et sur GitHub. Donc ça fait que là maintenant, si vous voulez vous en servir, vous l'étendre comme vous voulez, il est disponible. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Pourquoi tu n'as pas chargé d'un traitement, ta promotion? Moi,
surcharger les procédures. Pardon, pour surcharger Les procédures. Sébastien, tu répètes la question pour la caméra. J'ai pas entendu la question déjà. C'est... Tu as choisi donc des rôles Oui. pour traiter le problème en changeant les objets. Oui. D'accord. Moi j'ai eu des objets un petit peu différents, mais dans ce cas-là, j'ai utilisé une autre technique qui consistait à surcharger les procédures. Les méthodes. Les méthodes, oui. Donc dans ce cas-là, tu as. D'accord. Donc la question c'est pourquoi j'ai surchargé, j'ai fait de la composition de rôle plutôt que de la surcharge de méthode. Voilà. Bah, Oui, non. je te dirais, c'est qu'en fait, quand tu composes des rôles, en fait, genre, tu rajoutes des méthodes. Ça sert à ça. Le but, mais tu ne les rajoutes pas, tu ne les surcharges pas. Le truc, c'est qu'en fait, là, il y a des choses qui sont des méthodes qui sont un peu spécifiques. Ça permet aussi de rajouter, par exemple, le rôle HPLO va rajouter des méthodes pour dire je vais parler du protocole ILO. Il y a une différence notable, c'est que si tu veux surcharger des méthodes, tu dois construire a priori la hiérarchie de classe de façon statique avant. Parce que là, tu la construis dynamiquement en faisant ton affectation de rôle au fur et à mesure de tes besoins. Alors tu pourrais éventuellement t'amuser à faire des trucs un peu de crade du genre, tu te reconstruis une classe privée, l'objet en gros tu refais ton objet comme étant une singleton d'une classe que tu génères dynamiquement et qui hérite des différentes classes que tu veux. Mais au final, mais en fait c'est un rôle. Voilà, mais au final, exactement ce que fait Rolltime. c'est exactement, enfin c'est faire un rôle, mais pourquoi se le faire à la main alors que Moose te le propose déjà? C'est un rôle. Donc Si tu utilises juste de l'héritage simple ou utile pour justement juste faire de l'overloading, tu es obligé à l'avance de faire toutes tes combinaisons de classes. Donc si tu as 10 types de serveurs et puis 10 méthodes d'accès, ça te fait 100 classes à écrire ou à générer. Alors que là, l'avantage du rôle, c'est que tu écris que les 10 d'un côté et les 10 de l'autre, donc 20 fichiers, et tu les merges à runtime. Tu les consommes à runtime. c'est vraiment, c'est beaucoup plus simple. Voilà, bon, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Sinon, merci. Des questions? Merci.